Vous imaginez la scène? Le silence de l'aube brisée par le grincement de la porte de la chambre. J'ouvre les yeux et il est là. Jean, mon mari, debout, me regardant avec un mélange de douleur et de fureur que je n'avais jamais vu. Et à côté du lit, le corps du docteur Antoine, mon patron, tremblant de peur. Jean n'a pas dit un mot, mais dans ses mains, une cisaille de jardin, de celle bien grande, affûtée, qu'il utilisait pour tailler les rosiers. J'ai senti une odeur de sang dans l'air avant même que quoi que ce soit n'arrive. Et ce qu'il a fait ensuite, vous n'allez pas le croire. J'arrive à peine à parler. Il s'est jeté sur nous avec ses ciseaux, avec l'intention claire de nous mutiler, le docteur Antoine et moi, sur le champ. Si je n'avais pas eu un réflexe que je ne me connaissais même pas, si le docteur Antoine n'avait pas réussi à crier à l'aide, aussi faiblement que ce fut, je ne serais pas là aujourd'hui pour raconter ça. Je serais défigurée, marquée à jamais par un acte de désespoir et de haine. Et le docteur Antoine, eh bien, le docteur Antoine n'aurait plus rien de ce qu'un homme a de plus précieux. Ma vie est devenue un enfer cette nuit-là. Mon mariage, ma réputation, tout en morceaux. Et ce que je vais vous révéler sur le docteur Antoine au cours de cette histoire, ses manigances pour me séduire, pour m'avoir, ça va vous choquer. Parce que la méchanceté n'a pas de limite, et la trahison peut venir d'où on s'y attend le moins. Si vous avez déjà ressenti le poids de la trahison, de quelque chose qui vous a choqué au milieu de la nuit, laissez un j'aime maintenant. Car après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que la passion peut nous aveugler, mais la douleur du mari trompé peut mener à un abîme de folie et de violence sans retour. Et qui sait si cette vidéo n'atteindra pas la bonne personne pour éviter qu'une autre femme ne vive ce que j'ai vécu. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que la trahison justifie la violence? Qu'un homme a le droit de faire justice lui-même quand il est trompé? J'ai aussi eu mes doutes, jusqu'à cette nuit où Jean a tenté de nous mutiler. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde, parce que la douleur de la trahison peut aller jusque-là. Et chaque femme, chaque homme doit connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Et l'histoire ne porte pas seulement sur la trahison, mais sur ce que le docteur Antoine a fait pour m'y pousser. Mon nom est Geneviève Leclerc, j'ai 65 ans, et j'ai toujours vécu ici, dans la petite ville de Sarlat-la-Canéda, au cœur du Périgord. Une vie paisible, sans grandes émotions, dédiée à mon Jean, mon mari depuis 40 ans. Il était maçon, un homme simple, travailleur, qui m'a toujours donné tout ce qu'il pouvait. Et moi, femme au foyer, m'occupant de notre maison, de notre petit potager et de nos 2 enfants, aujourd'hui adultes et mariés. Notre maison, ici derrière moi, celle que vous voyez, a été construite brique par brique avec la sueur de Jean. Chaque recoin en garde un souvenir. L'odeur du café qu'il préparait le matin, le bruit de la télé allumée sur les feuilletons, les rires de nos petits-enfants courant dans le jardin. C'était notre refuge, l'endroit où nous avions bâti une vie entière de paix, de complicité. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ceux qui me connaissent dans le quartier savent que je suis une femme de foi. Je vais à la messe tous les dimanches, j'aide à l'église, je fais du bénévolat à l'hospice. Une vie dévouée, sans luxe, sans extravagance. J'ai toujours été perçue comme l'épouse exemplaire, la mère dévouée. Loin de se douter de l'ouragan qui était sur le point de dévaster ma vie et de révéler une facette de moi que je ne connaissais même pas. Tout a commencé quand Jean, mon mari, a trouvé un nouvel emploi. Il était maçon, comme je l'ai dit, mais l'âge arrivait, le corps ne supportait plus le même rythme. Et le docteur Antoine, un médecin fraîchement arrivé en ville, construisant sa nouvelle clinique, avait besoin d'un maçon de confiance pour les finitions. Ce fut une bénédiction, pensions-nous à l'époque. Un bon emploi, un salaire fixe, près de la maison. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Le docteur Antoine et moi nous sommes rencontrés lorsque j'apportais le déjeuner à Jean sur le chantier. C'était un homme charmant, élégant, très différent des hommes que je connaissais à Sarlat. Il avait une façon de parler douce,
un regard pénétrant. Au début, ce n'était que de l'admiration. Moi, une femme de 65 ans, quelle vie aurais-je en dehors de mon foyer? Mais le docteur Antoine avait d'autres plans. Des plans qui ont mis mon monde sans dessus-dessous. Croyez-vous que la séduction, le jeu de mots, puisse pousser une femme à trahir son mari après 40 ans de mariage? Que la solitude et la routine puissent nous faire tomber dans la tentation? Laissez un commentaire si vous vous êtes déjà senti vulnérable à quelque chose qui semblait inoffensif au début. Car les signes étaient là, je n'ai juste pas su, ou pas voulu, les voir. Le docteur Antoine a commencé à apparaître chez nous avec des excuses. « Madame Leclerc, j'ai apporté ces médicaments pour Jean. Il m'a dit qu'il avait mal au dos. » Ou « Madame Leclerc, j'aimerais que vous m'aidiez à choisir les couleurs de la clinique. Vous avez bon goût. » De petits gestes qui, pour une femme de mon âge, habituée à la routine du foyer, sonnaient comme de l'attention, de l'affection. Et je me sentais flattée, je l'avoue. J'étais en manque d'une attention différente, d'un regard qui me verrait au-delà de la femme au foyer. Il venait toujours quand Jean travaillait. Je ne veux pas le déranger, Madame Leclerc. Je lui servais un café, un morceau de gâteau. Nous parlions de la vie, de la ville, des nouveautés de la clinique. Il parlait des voyages qu'il avait faits, des livres qu'il avait lus. Moi qui n'étais jamais sortie de Sarlat, qui ne lisais que le magazine de l'église, je me sentais transportée dans un autre monde. C'était un enchantement, un sortilège subtil qu'il tissait autour de moi. Un jour, il m'a apporté un cadeau, un foulard en soie, importé, avec une odeur délicieuse. « C'est pour vous, Madame Leclerc. Je l'ai vu et j'ai pensé à votre élégance naturelle. » J'étais gênée, j'ai remercié, j'ai caché le foulard au fond de l'armoire pour que Jean ne le voie pas. Mais le geste est resté dans ma tête. Personne ne me faisait de tels cadeaux depuis des années. Jean était pratique, il me donnait des casseroles, de nouveaux vêtements, mais de la soie et du parfum, c'était autre chose. Les compliments sont devenus plus fréquents, plus directs. Madame Leclerc, vous avez un éclat dans les yeux que peu de femmes de votre âge ont. Votre peau est si douce, elle semble celle d'une jeune fille. Je rougissais, j'essayais de dissimuler. Mais au fond, je me sentais à nouveau vivante, comme si un feu endormi en moi commençait à crépiter, et le docteur Antoine savait exactement où allumer la flamme. Jean, d'autre part, était de plus en plus fatigué. Il rentrait du travail épuisé, dînait et dormait. Nous parlions à peine. La passion, si tant est qu'elle ait un jour existé de manière dévorante, s'était transformée en routine, en camaraderie. Et moi, peut-être, je confondais camaraderie et solitude. Ou, dans ma vieillesse, je cherchais quelque chose que je n'avais plus dans mon mariage. Le docteur. Antoine a commencé à toucher mes mains par inadvertance, à tenir mon bras pour m'aider à m'asseoir. De petits gestes, innocents pour qui regardait de l'extérieur, mais pour moi, qui étais en manque, assoiffé d'un contact, d'une chaleur que je ne trouvais plus à la maison, chaque contact était un frisson. Et le docteur Antoine le savait. C'était un prédateur, un chasseur expérimenté qui identifiait ses proies par leur fragilité émotionnelle. Il a commencé à parler de futur, de nouvelles expériences. « Madame Leclerc, vous êtes une belle femme, vous méritez de vivre votre vie, de découvrir le monde. » Il savait que je n'étais jamais sortie de ma ville, que mon monde était ma maison. Il peignait des tableaux d'une vie que je n'aurais jamais imaginée. Et moi, comme une sotte amoureuse, j'ai commencé à croire qu'il pouvait me sortir de cette routine, de cette prison qu'était ma vie. Je me sentais déchirée. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Jean, mon mari, un homme bon, simple, qui m'aimait à sa manière. Et le docteur Antoine, l'homme qui me faisait me sentir désirée à nouveau, vivante. Je me suis lancée dans un jeu dangereux, un jeu que je n'avais aucune chance de gagner. Et le résultat fut la dévastation à venir. Si vous réalisez que Geneviève s'engageait
sur une voie sans retour, laissez un j'aime. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le manque affectif justifie la trahison? Qu'une femme de 60 et quelques années puisse tomber amoureuse à nouveau d'un homme qui n'est pas son mari? Parce que la pression qui arrive maintenant est bien pire. Après avoir compris que j'étais piégée, le docteur Antoine a complètement changé de comportement. La gentillesse s'est transformée en exigence, les cadeaux en demande. Il voulait plus que de simples conversations. Il voulait mon corps, mon âme, et était prêt à tout pour l'obtenir. Et moi, aveuglée par la passion, par l'attention, par l'illusion d'une nouvelle vie, j'ai commencé à céder. Il a commencé à m'appeler à des heures indues. « Geneviève, je dois te voir, maintenant, à la clinique. » Si je refusais, il se fâchait. « Ne me prends pas pour un idiot, Geneviève. Ne joue pas avec mes sentiments. » Je sentais un nœud dans ma gorge, la peur et la culpabilité qui était devenue un couteau affûté dans ma poitrine. Un jour, il est apparu à ma porte la nuit, ivre. « Geneviève, si tu ne me réponds pas, je raconterai tout à Jean. » Ce fut la première menace directe. J'ai figé. L'homme charmant s'était transformé en monstre chanteur. Je l'ai laissé entrer, tremblant de peur. Et là, dans mon propre salon, l'impensable s'est produit pour la première fois. Il a commencé à me rendre visite régulièrement, toujours quand Jean n'était pas là. « Je vais à la clinique, Geneviève. Personne ne se doutera de rien. » Il agissait avec une normalité effrayante, comme si c'était la chose la plus normale du monde de coucher avec la femme de son employé. Et moi, otage de la peur, de la honte, de la culpabilité, je ne pouvais pas dire non. Les rencontres sont devenues plus fréquentes, plus risquées. Il est devenu obsessionnel. Il m'envoyait des messages sur mon téléphone à chaque minute. « Où es-tu? À qui parles-tu? Tu penses à moi ?» Je devais inventer des excuses pour Jean, pour les voisins. Ma vie est devenue un mensonge et je m'y noyais. Il a commencé à me manipuler financièrement. « Geneviève, j'ai besoin d'un prêt pour un investissement. Personne ne doit le savoir. » Moi, naïve, je lui donnais l'argent que je gardais des courses, que Jean me donnait pour les dépenses de la maison. C'était un puits sans fond. Et moi, une idiote qui tombait dans tous ces pièges. Un soir, Jean est rentré plus tôt du travail. J'étais dans la cuisine, morte de peur, imaginant ce qui pourrait arriver. « Geneviève, le docteur Antoine m'a appelé dans son bureau aujourd'hui. Il m'a donné une augmentation. Il a dit que j'étais le meilleur maçon qu'il ait jamais eu. » J'ai eu un frisson dans le dos. Il était généreux avec Jean pour avoir accès à moi, pour m'acheter. C'était dégoûtant. J'ai essayé de rompre avec lui. « Docteur Antoine, ce n'est pas bien. J'aime mon mari. Je n'en peux plus de cette culpabilité. » Il a ri à mon nez. « Tu es à moi, Geneviève. Tu me dois. Et si tu essaies de me quitter, je raconterai tout à Jean. Et je ferai en sorte qu'il te voie de la pire façon possible. » C'est là que j'ai compris que j'étais piégée. Dans les griffes d'un psychopathe, il a commencé à me menacer. « Si tu ne viens pas chez moi demain, Geneviève, je te dénoncerai sur la place publique. Je raconterai tout à tes enfants, à l'église. Ta réputation sera détruite. » Et j'ai vécu des jours de terreur. Peur de Jean, peur du docteur Antoine, peur de tout. Et le lit, qui aurait dû être un refuge, est devenu la scène de mon enfer personnel. Vous voulez savoir quand le docteur Antoine est allé trop loin, quand il a prouvé qu'il n'était pas seulement un séducteur, mais un démon qui m'a entraîné dans la pourriture. Je vais vous le raconter, mais dites-moi en commentaire, pensez-vous que la peur puisse faire plier une personne à n'importe quoi? Laissez votre opinion. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là a été le point de non-retour. Une semaine avant cette nuit fatidique, Jean a commencé à changer. De petits détails, qui auparavant seraient passés inaperçus, ont commencé à m'alerter. Il rentrait du travail, mais au lieu d'aller directement se doucher, il restait à m'observer. « Geneviève, tu es différente. Tu es plus mince
plus pâle. J'essayais de dissimuler, mais je sentais son regard me brûler la nuque. Un soir, nous dînions, et Jean a lâché. « Le docteur Antoine m'a dit aujourd'hui que tu allais souvent à la clinique, Geneviève, que tu l'aidais avec la paperasse. » Je me suis étouffée avec la nourriture. Le docteur Antoine avait un plan. Il savait que je nierais si Jean posait la question directement. « Oui, Jean. Il m'a demandé de l'aide avec des documents de l'église. » J'ai essayé de garder mon calme, mais mes mains tremblaient. 2 jours plus tard, j'ai trouvé la cisaille de jardin de Jean hors de sa place. Il la rangeait toujours avec tant de soin, accrochée au mur de la buanderie. Mais ce jour-là, elle était sur le plan de travail de la cuisine, propre, affûtée, avec un étrange éclat. J'ai eu un frisson. Était-ce un avertissement? Une prémonition de ce qui allait arriver? J'ai essayé de chasser ces pensées, mais l'image de la cisaille est restée gravée dans mon esprit. Jean a commencé à rentrer à la maison à des heures aléatoires. « Geneviève, j'ai oublié mon chapeau au travail. Je suis venue le chercher. » Ou « J'ai eu mal à la tête et j'ai décidé de rentrer. » Il me testait, je le savais. Et moi, de plus en plus paranoïaque, je nettoyais la maison frénétiquement, essayant d'effacer toute trace de la présence du docteur Antoine, toute odeur, toute ombre. J'ai commencé à me douter que Jean me suivait. Quand j'allais au marché, je sentais un regard, je me retournais et ne voyais personne. Mais la sensation persistait. C'était un jeu du chat et de la souris, et j'étais la souris, piégée dans ma propre maison, dans mon propre mariage, avec un secret qui m'étouffait. Un après-midi, j'ai reçu un message du docteur Antoine. « Je t'attends à la clinique. Viens maintenant, ou Jean saura tout. » J'étais terrifiée. Jean était parti régler quelque chose en centre-ville. Je savais que je ne pouvais pas désobéir. Je ne savais pas que Jean n'était pas allé au centre-ville et qu'il était déjà à l'affût, observant chacun de mes pas. Quand je suis sortie de la maison, j'ai regardé de tous les côtés. La rue était déserte. J'ai marché vite en direction de la clinique du docteur Antoine, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas que, derrière le rideau de la fenêtre du voisin, les yeux de Jean me suivaient. Il calculait, planifiait, attendant le bon moment pour son règlement de compte. Le silence était le calme avant la tempête. Cette nuit-là, le docteur Antoine m'a appelé. « Geneviève, viens à la clinique. Jean est chez son frère. Il ne dérangera pas. » Je ne savais pas que Jean était déjà rentré à la maison et qu'il était caché, en attente. Je savais que la culpabilité allait me détruire, mais la menace du docteur Antoine était plus grande. Et j'y suis allée. Je suis allée à la clinique et à mon destin. Quand je suis rentrée, c'était l'aube. Je suis entrée doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Jean n'était pas au lit. Mon cœur s'est emballé. Je savais, il savait, mais je n'imaginais pas la fureur qu'il gardait, l'ampleur de ce qu'il allait faire. Je sentais seulement que la fin était proche. Mais ce qu'il allait faire, je n'aurais jamais pu le prévoir. Si vous pensez que Jean était sur le point d'exploser, laissez un « j'aime » et partagez pour que d'autres personnes voient que la trahison peut avoir des conséquences irréversibles. Parce que ce qui s'est passé après mon retour à la maison a été choquant. Et ce que Jean avait prévu, personne ne pouvait l'imaginer. À peine entré dans la chambre, encore avec l'odeur de cet homme sur ma peau, la porte de l'armoire s'est ouverte avec fracas. Jean était là, les yeux rouges, les poings serrés, et dans les mains, la cisaille de jardin. Il n'a pas dit un mot, mais son regard était un abîme de douleur et de déception. Il n'avait pas besoin de parler. Je savais qu'il savait. Il ne s'est pas jeté sur moi, pas la première fois. Il est allé jusqu'au tiroir de la table de chevet et en a sorti une petite caméra. Une caméra cachée. « Tu as couché avec lui, Geneviève? Avec mon patron? Dans mon lit? Dans notre maison ?» Il a jeté la caméra devant moi et l'écran a clignoté, montrant des images nettes. Des images de moi et du docteur Antoine au lit, dans ma propre chambre. J'ai figé. Mon corps a tremblé.
Je ne pouvais ni parler ni respirer. Les images montraient tout. Chaque contact, chaque baiser, chaque gémissement. Mon secret, ma honte, exposée là sur l'écran de cette petite caméra, aux yeux de l'homme que j'avais trahi. Jean avait tout planifié. Il avait tout vu. Dans la deuxième vidéo, la date était un autre jour. Elle montrait le docteur Antoine entrant par la fenêtre de la chambre, furtivement comme un voleur, et les conversations. Le docteur Antoine me forçant, me menaçant. « Si tu ne viens pas, je raconterai tout à Jean. Tu es à moi, Geneviève. » Jean avait tout enregistré. Il avait des preuves irréfutables de tout ce que j'avais fait et de tout ce que le docteur Antoine m'avait forcé à faire. Il m'a regardé avec un tel mépris que j'ai eu envie de disparaître. « Geneviève, je t'ai donné une vie. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et tu me pèses comme ça? Avec mon propre patron? » Il était en larmes, mais ses yeux, bien qu'embrouillés, avaient un éclat de folie. Ce n'était plus mon Jean, l'homme que je connaissais. C'était un étranger, poussé par la douleur de la trahison. C'est alors que nous avons entendu un bruit venant du salon. Un gémissement de douleur. Jean avait oublié une chose. Le docteur Antoine était là, caché, essayant de s'échapper. Jean avait tendu un piège. Il m'a utilisé comme appât pour attraper le docteur Antoine. Et le docteur Antoine y était tombé. Complètement. Jean est sorti de la chambre comme un éclair, la cisaille toujours à la main. « Espèce de salaud! Tu vas payer pour ce que tu as fait !» J'ai entendu des cris, le bruit d'objets qui tombaient. J'ai couru dans le salon et j'ai vu la scène que je n'oublierai jamais. Jean sur le docteur Antoine, qui était tombé au sol, gémissant de douleur, essayant de se protéger. Et la cisaille pointée vers les parties intimes du docteur Antoine. C'est alors que Jean m'a regardé. « Toi aussi tu vas payer, Geneviève. Toi aussi tu es coupable. » Il s'est levé, la cisaille dégoulinant du sang du docteur Antoine, et est venu vers moi. « Tu vas voir ce qui arrive aux femmes qui trompaient leur mari. » J'ai crié. J'ai crié de toutes mes forces. La panique m'a envahi. J'ai vu la mort de près, la mort de ma vie, la mort de mon corps. Je courais vers la porte, mais elle était fermée à clé. Jean m'avait enfermé là. Il voulait que je voie tout, que je souffre, que je paie pour ma trahison. J'étais piégée avec un mari enragé et un amant blessé. L'enfer était arrivé chez moi. Jean s'est jeté sur moi avec ses ciseaux. J'ai esquivé de justesse et la lame affûtée a coupé le col de ma chemise de nuit. Je pouvais sentir le vent froid de la mort passer près de mon visage. Le docteur Antoine, à terre, essayait de se traîner, mais il était blessé et paralysé de peur. « Au secours! Au secours !» gémissait-il. Jean était hors de lui, les yeux écarquillés, la bouche écumante. « Je vais te couper ce que tu as de plus précieux, Geneviève, pour que tu ne me trahisses plus jamais. » Il a saisi mon bras avec une force que je ne lui connaissais pas. Les ciseaux s'approchèrent de mon intimité et je voyais l'éclat mortel de la lame. J'ai crié, je me suis débattue, mais il était plus fort. C'est alors que le docteur Antoine, dans un dernier souffle de désespoir, a réussi à saisir un vase de fleurs qui était sur la table basse et à le jeter sur la tête de Jean. Le vase s'est brisé et Jean est tombé au sol, étourdi. C'était ma chance, la seule chance. J'ai couru vers la porte d'entrée, j'ai pris la clé qui était sur l'étagère et je l'ai déverrouillée. Je me suis enfuie dans la nuit, pieds nus, en panique. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne savais pas si Jean était mort, si le docteur Antoine allait bien. Je voulais juste fuir cet enfer, fuir ce cauchemar que j'avais moi-même créé. Les voisins, alertés par les cris, ont commencé à allumer leur lumière. Madame Dupont, qui habite en face, a ouvert sa porte. « Geneviève, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'arrivais pas à parler. Je ne faisais que pleurer et trembler. Elle m'a serré dans ses bras, m'a emmenée chez elle.
et de là nous avons entendu le bruit de la sirène de la police et les cris de Jean, qui s'était relevé et m'appelait, me menaçant de mort. Jean a été arrêté en flagrant délit. La police l'a trouvé dans le salon, la cisaille à la main, et le docteur Antoine saignant au sol, encore sous le choc. La maison était un chaos. Le vase cassé, les meubles renversés, et dans la chambre, la caméra toujours allumée, avec les preuves de tout ce qui s'était passé. Le crime, la trahison, la tentative de mutilation, tout était enregistré. Dans la voiture de police, Jean criait « Elle l'a mérité, cette traînée, je vais te tuer !» Comment l'aurais-je mérité? J'ai fait une erreur, oui, mais personne ne mérite la mort. Personne ne mérite d'être mutilé pour une erreur. Et moi, qui pensais que ma vie était finie là, j'ai découvert que ce n'était que le début d'une nouvelle histoire. Une histoire de justice, de pardon et de recommencement. Ceci n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé au commissariat, la réaction du docteur Antoine, ce que j'ai révélé à la police sur ses manigances et la décision que j'ai prise ensuite. Vous le saurez dans le prochain épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un « j'aime » pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de femmes, plus de familles. Parce que la trahison peut mener à des tragédies. Et tout le monde a besoin de le savoir pour se protéger. À la prochaine partie de mon histoire. Parfait. Passons au deuxième segment, en gardant le rythme, l'intensité et la formule virale pour captiver votre public, sans mention explicite de partie ou de segment. Vous avez vu la nuit de terreur, mon mari, Jean, me surprenant au lit avec le docteur Antoine et se jetant sur nous avec une cisaille affûtée. Mais voulez-vous savoir ce qui s'est passé quand la police est arrivée? Comment Jean a réagi en étant arrêté? Et le plus important, ce que j'ai révélé sur le docteur Antoine au commissariat, qui a fait basculer l'enquête. Car ce que j'ai raconté sur mon patron, devenu mon amant, a été si dévastateur que cela a complètement changé l'enquête. Jean pensait qu'il allait me dénoncer à toute la ville, que je serais la seule humiliée. Il ne savait pas que la vérité sur le docteur Antoine était bien pire. Quand mon tour est venu de parler, quand j'ai tout raconté, alors oui, la France entière comprendra le genre de prédateur qu'il était vraiment et comment il m'a manipulé. Si vous voulez savoir de quoi une femme est capable pour se défendre et chercher la justice, laissez un « j'aime » maintenant. Parce que ce qui va suivre va vous choquer. Et partagez pour que d'autres personnes voient jusqu'où peut aller la méchanceté d'un homme qui utilise sa position pour détruire des vies. La sirène de police a brisé le silence de la nuit à Sarlat-la-Canéda. Jean a été emmené menotté, la cisaille saisie, et le docteur Antoine, toujours en sang, a été pris en charge par les ambulanciers avant d'être transporté à l'hôpital. Moi, Madame Geneviève, j'ai accompagné la police au commissariat, sous le choc, tremblante, mais avec une force que je ne me connaissais pas. Je voulais voir leur visage quand ils seraient confrontés à la vérité. Le commissaire, un homme d'une quarantaine d'années, avec un regard fatigué, a commencé l'interrogatoire avec Jean. Jean Martin, vous êtes arrêté pour tentative d'homicide qualifié et coups et blessures graves. Savez-vous quelle a été sa réaction? Il a ri. Il a ri au visage du commissaire, comme si c'était une mauvaise blague. Cette traînée et ce salaud l'ont mérité. Je les ai pris tous les deux dans mon lit, monsieur le commissaire. Je n'ai fait que justice moi-même. Tels furent les premiers mots de Jean. Il n'a même pas demandé si j'allais bien, si le docteur Antoine était mort, si la maison avait pris feu. Il ne pensait qu'à se justifier. Typique de l'homme jaloux, maladif, aveuglé par la rage. Jean, nous avons les preuves. Les images de la caméra, la cisaille, la victime à terre. Où est l'innocence là-dedans? Le commissaire lui a montré la petite caméra. Jean est devenu pâle en voyant les images de cette nuit-là. La scène de la trahison, et ensuite, lui-même se jetant sur moi avec la cisaille. Le film entier, sans coupure. C'était de la légitime défense. Vous y croyez? De la légitime défense. Ma femme m'a trahi. Mon patron a gâché ma vie. Je n'ai fait que me défendre de l'humiliation. Se défendre en tentant de mutiler une femme et un homme? Quel genre de défense est-ce?
C'est là que j'ai repris mon souffle. La peur était toujours là, mais la rage, l'indignation m'ont donné du courage. Jean, vous avez tenté de me défigurer. Vous avez tenté de castrer le docteur. Antoine, comment est-ce une défense? Il m'a regardé avec une haine pure. Vous êtes une traînée, Geneviève. Vous m'avez toujours trompée, toujours humiliée. Moi qui l'ai servi pendant 40 ans, je l'aurais humilié. Son avocate est arrivée et a tenté de faire taire Jean. Monsieur Martin, ne dites plus rien sans ma présence. Mais il était incontrôlable, vomissant des vérités et des mensonges sans s'en rendre compte. J'aurais dû les tuer tous les deux, monsieur le commissaire. J'aurais dû mettre fin à la vie de ceux qui ont gâché la mienne. Quel droit avez-vous de prendre la vie de quelqu'un? A demandé le commissaire. Je méritais le respect, je méritais la loyauté. Et ce petit docteur de merde méritait de mourir pour avoir volé ma femme. C'est là que j'ai compris que l'esprit de Jean s'était brisé. La trahison l'avait mené à un point de non-retour. Si vous voyez que Jean n'avait pas une once de remords, laissez un j'aime. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous que la jalousie puisse mener un homme à cette folie? Parce que pour moi, ce n'était plus mon mari. Pendant que Jean restait détenu, la police a enquêté à fond sur la vie du docteur Antoine. Et ils ont découvert des choses qui m'ont fait réaliser que je ne connaissais pas cet homme. Le docteur Antoine n'était pas seulement un séducteur charmant. C'était un prédateur en série, un manipulateur professionnel qui utilisait sa position pour détruire des femmes et des familles. Ils ont investigué son passé et ont trouvé un schéma effrayant. Madame Geneviève, votre patron, le docteur Antoine, a un historique d'affaires avec des femmes mariées dans toutes les villes où il est passé. Toujours avec la même excuse. Je suis amoureux, je vais quitter ma femme pour vous. C'était un modus operandi clair. Séduire, utiliser et détruire. Combien de femmes, monsieur le commissaire? Au moins 5 cas officiellement enregistrés. Des femmes mariées, beaucoup d'entre elles épouses de ses employés ou de patients. Dans l'une des villes, il a été expulsé de la clinique pour harcèlement sexuel, mais il a réussi à étouffer l'affaire parce qu'il était influent. 5 femmes, toutes avec la même histoire de manipulation et de chantage. Trop de coïncidences pour être un hasard. Monsieur le commissaire, pensez-vous qu'il les faisait chanter comme il l'a fait avec moi? Certainement. Nous avons trouvé des messages d'autres femmes qui l'accusent d'extorsion. Il menaçait de les dénoncer à leur mari si elles ne cédaient pas à ses désirs ou ne lui donnaient pas d'argent. C'était un démon déguisé en médecin. De multiples cas de harcèlement et de chantage. Comment une femme peut-elle être aussi aveugle pour ne pas se rendre compte qu'elle était manipulée par un monstre? J'ai commencé à me sentir coupable, à penser où j'avais commis une erreur en me laissant emporter par un tel homme. Mais le commissaire m'a rassuré. Madame Geneviève, cet homme est un professionnel de la manipulation. Il choisit des femmes vulnérables avec un certain manque et joue un jeu psychologique auquel il est presque impossible de résister. Vous avez été une victime, pas la coupable. C'était vrai. Le docteur Antoine me trompait avec un visage d'ange et un cœur de manipulateur. Ils ont trouvé chez lui un journal avec des annotations sur ses conquêtes, des détails sur la vie intime de chaque femme, leurs points faibles, leurs insécurités. C'était un catalogue de cruauté, le docteur. Antoine étudiait ses victimes comme un chasseur étudie sa proie. Madame Geneviève, il y a plus de 10 noms sur cette liste de conquêtes du docteur Antoine. Votre histoire a été la première à être rendue publique de manière si éclatante. 10 noms. Le docteur Antoine allait transformer la séduction en une arme de destruction. J'étais juste une victime de plus sur sa liste. Vous imaginez découvrir que l'homme qui vous a séduite est, en réalité, un prédateur en série qui a déjà fait ça avec des dizaines de femmes, que vous n'étiez qu'une de plus sur la liste d'un manipulateur. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentiriez dans cette situation. Si vous êtes choqué par ces révélations sur le docteur Antoine, laissez un j'aime pour me donner de la force. Et partagez pour que d'autres familles voient que des hommes comme ça peuvent être partout, utilisant leur position
pour tromper et détruire. Découvrir que le docteur Antoine était un prédateur en série m'a complètement anéanti. J'ai passé des semaines sans dormir, sans manger, me demandant où j'avais commis une erreur. Comment une femme peut-elle être aussi naïve au point de tomber dans un piège aussi évident? J'ai cherché une psychologue pour m'aider. Docteur Hélène, comment une femme peut-elle se laisser emporter par un tel homme au point de détruire sa propre famille? Madame Geneviève, les manipulateurs sont des maîtres pour identifier les manques et utiliser la vulnérabilité à leur avantage. Vous n'êtes pas la coupable d'être la victime. Mais malgré tout, je me sentais responsable. J'ai commencé à me souvenir de signes qui, à l'époque, semblaient innocents. Le docteur. Antoine insistait toujours pour que je ne raconte rien à personne sur nos conversations. Ses commentaires sur la vie monotone de mon mariage, sa façon de me faire sentir spéciale, unique, tout faisait partie d'un scénario bien rodé. Geneviève, votre mari ne vous apprécie pas, vous méritez mieux, je vous donnerai le monde. C'est ainsi qu'il parlait, sans émotion, sans remords. Je pensais que c'était de l'amour, ce n'était que l'appât d'un prédateur. Il m'a isolée, m'a fait me sentir coupable, m'a rabaissée pour me contrôler. À la clinique, il m'appelait toujours dans son bureau fermer la porte. Geneviève, personne n'a besoin de connaître nos secrets. Ce qui se passe ici, reste ici. Je pensais que c'était de la discrétion, que cela faisait partie de la passion secrète. En réalité, cela faisait partie de la manipulation pour que je n'ai aucun moyen de demander de l'aide. Je me suis souvenu de la fois où il a dit « Geneviève, ça doit être facile pour moi d'avoir n'importe quelle femme que je veux. Il suffit de savoir où toucher. » J'étais mariée depuis 15 ans, j'entendais ça, et je pensais que c'était juste une mauvaise blague. En réalité, il me prévenait de ses méthodes, me montrait à quel point il était froid et calculateur. La psychologue m'a expliqué, les manipulateurs créent une bulle autour de la victime. Ils lui font se sentir unique, spéciale, pour ensuite la contrôler et la détruire. Quand vous êtes devenu un obstacle, quand vous avez essayé de partir, vous êtes devenu un problème à résoudre. Obstacle. C'est ainsi que cet homme me voyait. J'ai compris que tous les « je t'aime, Geneviève », tous les cadeaux, toutes les promesses d'un futur ensemble étaient des mensonges. Le docteur Antoine ne m'a jamais vraiment aimé. Il m'a seulement utilisé, tant que cela convenait à ses propres désirs et plaisirs, pour ensuite me jeter comme une ordure. Et j'étais tombée tête baissée dans le mensonge. Si vous comprenez la douleur de découvrir que la passion était, en réalité, une manipulation froide et calculatrice, laissez un « j'aime ». Parce que cette découverte fait plus mal que n'importe quel coup de poignard dans l'âme. 3 mois après cette nuit-là, le procureur m'a convoqué pour préparer ma déposition. Madame Geneviève, cette affaire a eu un retentissement national. La France entière la suit. Votre déposition sera décisive pour condamner non seulement Jean, mais aussi pour exposer le docteur Antoine et protéger d'autres femmes. C'était une énorme responsabilité. Maître Simon, que dois-je dire à l'audience? La vérité complète sur le docteur Antoine. N'ayez pas pitié, ne vous sentez pas coupable. Il est dangereux, il doit être exposé pour toujours. Et Jean doit payer pour ce qu'il a tenté de vous faire. C'était vrai. Il ne pouvait pas s'en sortir impunément. Les enquêtes ont confirmé, le docteur Antoine avait un historique de manipulation et de harcèlement. Les autres femmes qu'il avait conquises ont commencé à se manifester. 3 d'entre elles ont déposé des plaintes formelles contre lui, encouragées par mon histoire. C'était un agresseur en série. S'il est condamné pour tous les crimes, le docteur Antoine pourrait purger plus de 20 ans de prison. Et Jean, pour tentative d'homicide et coups et blessures, pourrait purger plus de 15 ans. 20 ans, 15 ans. Ces hommes allaient 1000 et mourir en prison. Ils le méritent, monsieur le commissaire. Combien d'autres femmes le docteur Antoine aurait-il détruites s'il n'avait pas été arrêté? Combien de vies Jean aurait-il prises s'il n'avait pas été maîtrisé? L'affaire a fait la une des journaux nationaux.
Mari trompé tente de castrer sa femme et son amant. Médecin séducteur accusé de harcèlement en série. Le drame de Sarla Lakaneda choque le pays. C'était un cirque médiatique, mais nécessaire pour alerter d'autres familles et d'autres femmes. Les journalistes me cherchaient tous les jours. Madame Geneviève, comment vous sentez-vous en sachant que votre histoire est devenue publique? Comment se sent une femme? Détruite, honteuse, mais aussi soulagée d'être en vie et de pouvoir obtenir justice, et surtout d'alerter d'autres personnes. La défense de Jean et du docteur Antoine a tout tenté. La folie passagère pour Jean, le consentement de ma part pour le docteur Antoine. Rien n'a tenu. Les preuves étaient claires, la vidéo, les menaces, les dépositions des autres victimes. Il n'y avait pas de déni possible. Jean a essayé de me contacter en prison. Il a envoyé une lettre me demandant de lui rendre visite. Geneviève, j'ai besoin de tout expliquer. Expliquer quoi? Comment il a tenté de me mutiler? Comment il m'a humiliée devant Dieu et le monde? Un malentendu? Une tentative d'homicide est-elle un malentendu? J'ai décidé de rendre visite à Jean une seule fois. Je voulais le regarder dans les yeux et lui dire que je ne pardonnerais pas, qu'il allait payer pour tout ce qu'il avait fait. C'était mes adieux à l'homme que je pensais connaître. C'était mes adieux à la vie que j'avais construite avec lui. Jean était maigre, pâle, avec l'uniforme de la prison. Quand il m'a vu, il a essayé de pleurer, mais ses larmes étaient sèches. J'ai ressenti un mélange de pitié et de dégoût. C'était l'homme avec qui j'avais partagé 40 ans de ma vie, et maintenant c'était un étranger, un criminel. Geneviève, c'est bien que tu sois venue. J'ai besoin de tout expliquer. Expliquer quoi, Jean? Comment as-tu tenté de me défigurer et de castrer le docteur Antoine? J'étais aveuglée par la jalousie, Geneviève. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai été emportée par la colère. Mensonge. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et les images, Jean, la cisaille, les menaces. Étais-tu aussi aveuglé par la jalousie quand tu as tout planifié? Il était resté silencieux. Il ne pouvait pas nier les preuves. C'étaient des accidents, Geneviève. Je ne voulais pas te faire vraiment de mal. Des accidents avec une cisaille affûtée. Jean, vous êtes un criminel. Vous avez tenté de prendre ma vie et celle du docteur Antoine. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Mais Geneviève, je suis ton mari. Tu dois me soutenir, me défendre. Vous avez cessé d'être mon mari quand vous avez tenté de me mutiler. Et ce que vous avez fait est impardonnable. J'ai senti la force dans mes paroles. Il m'avait tant volé, mais il n'allait pas me voler ma voix. Mais Geneviève, pardonnez-moi. Je vais changer. Je serai différent. Jean, les gens avec une telle fureur ne changent pas. Vous serez toujours dangereux. C'est pourquoi vous resterez en prison pour le reste de votre vie. Il est devenu furieux en réalisant qu'il n'allait pas me convaincre, que je n'allais pas le protéger. Tu es une vieille traînée, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Là était le vrai Jean. Sans masque, sans feinte, pure haine et misogynie. Merci de confirmer que j'ai pris la bonne décision. Il n'y a pas de pardon pour ce que vous avez fait. À quelle décision? De ne plus jamais vous avoir comme mari. Maintenant, vous n'êtes plus qu'un criminel que j'ai eu le malheur d'avoir dans ma vie. Ce furent trop les derniers mots que j'ai échangés avec lui. Je suis sortie de cette prison soulagée. Ce lien était coupé pour toujours. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti la paix pour la première fois depuis des mois. J'avais fait ce qu'il fallait. Jean était dangereux. Il méritait la prison. Et moi, Geneviève, je méritais de recommencer. On retire la mention de Sandra, qui n'apparaît pas avant cette phrase, et semble être une erreur dans le texte original. Je n'allais pas me laisser manipuler par de faux regrets. Et le docteur Antoine aurait aussi ce qu'il méritait. Si vous pensez que j'ai eu raison de couper les ponts avec Jean, laissez un j'aime. Et dites-moi, pardonneriez-vous un mari qui a tenté de vous mutiler? Parce que pour moi, il n'y a pas de pardon pour celui qui tente de vous ôter la vie par jalousie maladive. Après ma visite à Jean, j'ai dû témoigner à nouveau,
cette fois concernant le docteur Antoine. Il était à l'hôpital, se remettant de ses blessures. Le commissaire voulait mon témoignage sur la manipulation, les menaces, le chantage. C'était l'occasion de révéler la vérité derrière l'homme charmant. Je suis allée à l'hôpital, accompagnée du commissaire. Le docteur Antoine était sur un brancard, pâle, avec un pansement sur la tête. Quand il m'a vue, il s'est recroquevillé. Le prédateur, maintenant, était la victime. Et moi, la proie, j'étais le témoin qui allait le condamner. Geneviève, pardonne-moi, j'ai été un idiot. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Ma carrière, ma vie, tout va être détruit. Il a tenté de me prendre la main, mais je me suis reculée. Les mêmes mots que Jean, les mêmes faux regrets. Docteur. Antoine, vous m'avez manipulé, vous m'avez fait chanter, vous m'avez utilisé, vous m'avez obligé à faire des choses que je ne voulais pas. Vous avez détruit ma vie et celle de mon mari. Je parlais d'une voix ferme que je ne me connaissais pas. Il a écarquillé les yeux. J'étais amoureux, Geneviève. Je t'aime. Il a tenté de s'asseoir sur le brancard. Non, vous n'aimez personne. Vous êtes un prédateur. Un renard qui profite de la vulnérabilité des gens. Vous m'avez forcé à trahir mon mari, et cela a failli me coûter la vie. Le commissaire écoutait tout, notant chaque mot. Il a essayé de me culpabiliser. Tu le voulais aussi, Geneviève? Ne te fais pas passer pour une sainte. Ma réponse a fusé. Je voulais de l'attention, docteur Antoine. Vous m'avez promis un rêve, mais vous m'avez livré un cauchemar. Vous avez profité de mon âge, de mon manque. Cet homme était le diable en personne. Vous saviez qu'elle était mariée, docteur Antoine, et vous l'avez fait chanter pour avoir des relations avec elle? A demandé le commissaire. Il est resté silencieux, sans réponse. Les autres victimes nous ont déjà tout raconté. Vous êtes un séducteur en série, un manipulateur professionnel. Votre temps d'impunité est terminé. Le docteur. Antoine s'est effondré sur le lit. Il savait qu'il n'avait plus nulle part où aller. Mes paroles, additionnées aux dépositions des autres femmes, étaient un poids qu'il ne pouvait supporter. Il allait payer pour chaque vie qu'il avait détruite, pour chaque mariage qu'il avait brisé. Je suis sortie de l'hôpital avec une sensation étrange. Ni soulagement, ni satisfaction. Juste la certitude que justice serait faite. Cette histoire, qui avait commencé dans mon lit, allait se terminer au tribunal. Et moi, Geneviève, j'étais prête à tout affronter. Je n'étais plus la vieille naïve. J'étais la femme qui avait inversé la situation contre ses propres bourreaux. Vous avez vu comment Jean et le docteur Antoine ont été exposés. Mais voulez-vous savoir ce qui s'est passé quand l'affaire est passée devant le tribunal? Comment le docteur Antoine a tenté d'échapper à l'accusation de manipulation et de harcèlement? Et surtout, quelle a été la sentence prononcée par le juge pour Jean et le docteur Antoine? Parce que lorsque la justice a finalement agi, toute la ville de Sarlat-la-Canéda s'est arrêtée pour voir. Le docteur Antoine pensait qu'il allait s'en sortir, que ma parole et celle des autres femmes ne vaudraient rien. J'en croyais qu'il serait compris par la fureur de la trahison. Mais quand est venu le moment du tribunal, quand la France entière a vu le cirque d'horreur qui s'est déroulé là, alors oui, la vérité nue et crue a éclaté et personne n'a plus pu la nier. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand la justice est rendue, laissez un « j'aime maintenant », parce que ce qui va suivre va être encore plus choquant, et partagez pour que d'autres personnes voient que la manipulation et la violence peuvent prendre fin, aussi difficile que cela puisse être. Le procès de Jean et du docteur Antoine a été fixé pour le mois suivant. Le tribunal de la petite Sarlat-la-Canéda était bondé. Des journalistes de tout le département, des curieux, des voisins, et les autres femmes que le docteur Antoine avait manipulées, toutes là, assoiffées de justice. C'était l'affaire la plus commentée de la ville depuis des décennies. Le juge, un homme sérieux et impartial, a ouvert la séance. C'est l'une des affaires les plus complexes que j'ai jamais présidées.
Elle implique violence, trahison et manipulation. Je demande que l'ordre soit maintenu, car la vérité éclatera. La tension dans l'air était palpable. Jean est entré menotté, escorté par 2 policiers. Il était maigre, le regard perdu. Quand il m'a vu au premier rang, il a tenté de crier « Geneviève, espèce de garce, tu vas me le payer !» Les agents de sécurité l'ont maîtrisé rapidement. La fureur était toujours en lui, brûlant comme une braise. Le docteur Antoine est entré ensuite, soutenu par son avocat. Il était pâle, avec un pansement discret sur la tête, essayant de maintenir la posture d'un homme innocent. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné le sien avec une expression de désespoir et de peur. Le prédateur, maintenant, semblait une proie acculée. Le procureur a commencé à présenter les preuves contre Jean. Les rapports médicaux des blessures du docteur Antoine, la déposition des ambulanciers, le témoignage des voisins qui ont entendu les cris et bien sûr, la vidéo de la caméra cachée. Chaque détail de cette nuit de terreur a été revécu, minute par minute. Cette vidéo était la preuve incontestable. Lorsque la scène de la cisaille s'approchant du docteur Antoine a été projetée, un murmure a parcouru le tribunal. Certaines personnes se sont couvert le visage. Jean se tordait sur sa chaise. Le procureur a été implacable. Messieurs les jurés, vous voyez la fureur et l'intention de tuer. Ce n'est pas un acte de jalousie, c'est un acte de barbarie. Puis est venu le tour des preuves contre le docteur Antoine. Les dépositions des autres femmes qui, pour la première fois, ont eu le courage de parler ouvertement. Elles ont décrit le même schéma de séduction, de manipulation et de chantage. À chaque récit, le visage du docteur. Antoine pâlissait davantage et il semblait se rétrécir sur sa chaise. Une des femmes, Madame Lucie, épouse d'un ancien employé du docteur Antoine dans une autre ville, a témoigné d'une voix étranglée. Il a profité de ma fragilité. Il m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait ma famille si je ne faisais pas ce qu'il voulait. C'est un monstre. Ses larmes étaient de douleur et de révolte. Le procureur a ensuite exhibé le journal intime du docteur. Antoine, avec la liste de ses conquêtes et les annotations sur la manière de manipuler chacune d'elles. Messieurs les jurés, cet homme n'est pas un homme amoureux, c'est un chasseur. Un criminel qui utilise son intelligence pour détruire des vies et des familles. C'est un danger pour la société, surtout pour les femmes vulnérables. Si vous avez vu que Jean et le docteur Antoine ont été démasqués, laissez un « j'aime » et dites-moi en commentaire, croyez-vous que la justice puisse être lente, mais qu'elle arrive un jour? Parce que pour moi, là, dans ce tribunal, la graine de la justice était plantée. Après la présentation des preuves, les témoignages se sont poursuivis et chacun d'eux était un nouveau coup pour Jean et pour le docteur Antoine. D'abord, ma déposition. Je me suis levée, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. J'ai regardé Jean qui a baissé la tête, puis le docteur. Antoine qui a détourné le regard. J'ai vécu 40 ans aux côtés d'un homme bon, travailleur, que j'aimais. J'ai commis une erreur, oui, une erreur terrible, poussée par la carence affective et par la manipulation d'un prédateur. Mais rien ne justifie la violence que j'ai subie cette nuit-là. Ma voix était ferme, bien que mon corps tremblât. Le docteur Antoine a profité de mon innocence, de mon âge. Il m'a séduite avec de belles paroles, avec des cadeaux, et ensuite, il m'a fait chanter. Il m'a menacée, m'a forcé à être avec lui, sous peine de détruire ma vie. Ce n'est pas un homme, c'est un monstre. J'ai senti la rage m'envahir, tandis que les mots sortaient de ma bouche. Jean, mon mari, dans ce moment de fureur, aveuglé par la jalousie, a failli me prendre la vie, a failli me défigurer. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu. La jalousie l'a transformé en une autre personne. Mais le docteur Antoine, il a planifié chaque étape pour me détruire. Mon témoignage a duré près d'1 heure et le tribunal est tout resté dans un silence absolu. Le deuxième témoignage fut celui de mon fils aîné, Pierre.
D'une voix étranglée, il a parlé du père qu'il connaissait et de l'impact de la tragédie. Mon père était un homme bien, mais il a été pris d'une folie que je n'avais jamais vue. Ma mère, elle a fait une erreur, oui, mais elle a été victime d'un homme qui savait ce qu'il faisait. Je ne reconnais plus aucun des deux hommes qui sont là. Le fils du docteur Antoine, qui vivait dans une autre ville, a été appelé à témoigner par vidéoconférence. Visiblement ébranlé, il a parlé de l'histoire d'infidélité de son père et de l'impact sur sa propre famille. Mon père a toujours été un coureur de jupons, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de manipuler et de faire chanter des femmes. J'ai honte du nom qu'il porte. La froideur du docteur Antoine était évidente, même pour son propre fils. L'infirmière en chef de la clinique du docteur Antoine, Madame Catherine, a également témoigné. Elle a confirmé que le docteur Antoine avait un historique de comportement inapproprié avec des patientes et des employés. Il utilisait sa position pour approcher les femmes. Certaines se sentaient harcelées, mais avaient un peur de dénoncer. Il était intouchable. Chaque témoignage, chaque nouvelle preuve était un coup de marteau sur l'innocence de Jean et surtout sur la façade de bon garçon du docteur Antoine. Les couches de mensonges étaient arrachées et la vérité, aussi laide qu'elle fût, commençait à apparaître. Ce n'était pas seulement un cas de trahison, c'était un cas de manipulation, de violence et de harcèlement en série. Vous voyez que la toile de mensonges et de manipulation était bien plus vaste que je ne l'imaginais, que le docteur Antoine n'était pas seulement un amant, mais un prédateur en série. Dites-moi en commentaire, feriez-vous confiance à un homme comme ça si vous ne connaissiez pas la vérité? Si vous vous rendez compte que le docteur Antoine était un danger pour la société entière, laissez un « j'aime » et partagez pour que d'autres femmes voient les signes d'hommes abusifs et manipulateurs avant qu'il ne soit trop tard. L'avocat de Jean, maître Dubois, a tenté toutes les stratégies possibles pour le tirer d'affaire. Première tentative, l'aliénation mentale temporaire. Mon client a été pris d'une fureur incontrôlable en étant trahi. Il a agi dans un moment de perte de contrôle émotionnel. Il n'avait pas le discernement de ce qu'il faisait. Le procureur a rapidement anéanti cette défense. Monsieur, votre client a tout planifié. Il a acheté la caméra, il a tendu le piège. Ce n'est pas de la folie, c'est une préméditation d'un crime violent. Où est le manque de contrôle là-dedans? La défense de Jean s'est effondrée en quelques secondes. Deuxième tentative, la légitime défense de l'honneur. Jean défendait son honneur, sa famille, son nom. Il a été publiquement humilié par sa femme et son patron. Le tribunal a ri de cette affirmation. Comment tenter de mutiler deux personnes est-il de la légitime défense de l'honneur? Absurde total, et une thèse que la justice a déjà rejetée depuis longtemps. La défense du docteur Antoine, menée par Maître Lefebvre, fut encore plus pathétique. Première tentative, le consentement de la victime. Ma cliente, Madame Geneviève, a consenti aux relations. C'était une femme adulte et libre de faire ses choix. Il a tenté de me culpabiliser, de me peindre comme la responsable de tout. Le procureur a rétorqué sur le champ. « Monsieur, il y a des preuves de chantage, de coercition, de manipulation. Madame Geneviève était sous la menace. Ce n'est pas du consentement, c'est un abus de pouvoir. Le journal de votre client et les dépositions des autres victimes le prouvent. » L'argumentation du docteur Antoine ne tenait pas. Deuxième tentative de la défense du docteur Antoine, le complot. Mon client est victime d'un complot entre Madame Geneviève et Monsieur Jean pour l'extorquer. Ils ont inventé cette histoire pour lui soutirer de l'argent. J'ai failli exploser de rage. Moi, qui ai vécu une vie simple, serais-je capable de monter un tel complot? Troisième tentative de la défense du docteur Antoine. Les atteintes à la réputation. Mon client est un médecin renommé. Sa réputation est en train d'être détruite par ces accusations infondées. Le procureur a ironisé. « Monsieur, la réputation de votre client a été détruite par lui-même, par ses actes criminels, et non par les victimes qui ont eu le courage de dénoncer. » Chaque tentative de la défense était plus ridicule que la précédente.
Les avocats étaient désespérés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas sauver leurs clients. Les preuves étaient irréfutables. Les dépositions claires et la fureur de la société, visible au tribunal, étaient un poids supplémentaire. La meilleure partie, c'est quand le procureur a réfuté toutes les défenses d'un coup. Messieurs les jurés, vous avez entendu les tentatives désespérées de la défense. Cela prouve qu'ils savent que leurs clients sont coupables. Il n'y a pas d'argument réel, juste le désespoir de tenter d'échapper à la justice. Mais la justice viendra. Si vous trouvez que les défenses de Jean et du docteur Antoine étaient pathétiques, laissez un j'aime. Parce que lorsque quelqu'un commet des crimes aussi odieux, aucune excuse ne peut le sauver. L'heure des plaidoiries finales est arrivée. Le procureur, maître Dubois, s'est levé et a prononcé un discours qui a ému tout le tribunal. Messieurs les jurés, aujourd'hui vous ne jugez pas seulement un crime, mais une série de crimes qui ont détruit des vies et des familles. Jean, aveuglé par la jalousie, a tenté d'ôter la vie de son épouse et d'un autre homme de manière brutale. Et le docteur Antoine, un prédateur déguisé en médecin, a manipulé et fait chanter des femmes sans défense par plaisir et par pouvoir. Jean Martin n'a pas agi par impulsion. Il a planifié l'embuscade, enregistré les scènes et tenté de mutiler son épouse. C'est une tentative d'homicide qualifiée. Il mérite la peine maximale pour que la société soit protégée de sa fureur incontrôlable. Le docteur Antoine n'est pas une victime. C'est un prédateur qui a utilisé sa position et son intelligence pour harceler, manipuler et faire chanter. Il est un danger pour toutes les femmes, et sa condamnation servira d'avertissement à d'autres hommes qui pensent pouvoir profiter de leur position pour commettre des crimes contre les femmes. Il mérite la peine maximale pour chaque vie qu'il a détruite, pour chaque femme qu'il a humiliée. C'est pourquoi je demande la condamnation maximale pour Jean, pour tentative d'homicide qualifié, et pour le docteur Antoine, pour harcèlement sexuel, manipulation et chantage. Que la justice de Sarlat la Canéda montre à la France que l'honneur ne justifie pas la barbarie et que la position sociale ne donne à personne le droit de détruire des vies. L'avocat de la défense de Jean a tenté un dernier appel émotionnel. Messieurs les jurés, souvenez-vous que Jean est aussi une victime. Victime de la trahison de son épouse, de l'humiliation publique. Je vous demande de considérer la douleur d'un homme trompé. C'était ridicule. Jean avait accès à un soutien familial, à des avocats. Son problème n'était pas un manque de ressources, mais un manque de contrôle. Et la trahison, aussi douloureuse qu'elle fut, ne justifiait pas la violence. L'avocat du docteur Antoine a également tenté un dernier appel. Je demande à messieurs les jurés de considérer la carrière de mon client, le bien qu'il a déjà fait pour la communauté, qu'il considère la possibilité de réhabilitation. Un homme comme ça ne doit pas voir sa vie ruinée par une erreur. Le procureur a eu droit à une réplique. Messieurs les jurés, ne vous laissez pas tromper par de fausses larmes ou des discours vides. Jean et le docteur Antoine sont dangereux. S'ils sortent de prison, ils commettront à nouveau des crimes. La société doit être protégée d'eux pour toujours. La condamnation est le seul chemin vers la justice et la sécurité de tous. Les 7 jurés sont partis délibérer. Tout le monde au tribunal était anxieux. Je priais pour qu'ils rendent justice, pour que ces hommes paient pour leurs crimes. Jean et le docteur Antoine semblaient tendus, leurs avocats abattus. Presque 3 heures plus tard, ils sont revenus avec le verdict. Le porte-parole du jury, une femme d'une 50aine d'années, a lu la décision. Après avoir analysé toutes les preuves et dépositions, nous sommes arrivés au verdict suivant. Concernant la tentative d'homicide, écous et blessures graves contre M. Antoine Bernard, concernant M. Jean Martin, coupable. Un soupir de soulagement a parcouru le tribunal. C'était la première condamnation pour Jean. Il est devenu pâle, les yeux écarquillés. Concernant la tentative d'homicide et coups et blessures graves contre Madame Geneviève Leclerc, concernant Monsieur Jean Martin, coupable. La deuxième condamnation pour Jean. J'ai ressenti un frisson dans le ventre,
mais aussi la sensation que la justice agissait. Il s'est effondré sur sa chaise. Concernant le crime de manipulation et harcèlement sexuel contre Madame Geneviève Leclerc, concernant le docteur Antoine Bernard, coupable. La condamnation pour le docteur Antoine. Il a fermé les yeux, comme s'il attendait la nouvelle. Mes larmes sont enfin venues. Ce n'était pas de la tristesse, mais du soulagement et de la justice. Et concernant les accusations des autres femmes, également concernant le docteur Antoine Bernard, coupable. La salle a murmuré. C'était la victoire de toutes les femmes qui l'avaient détruite. Le prédateur était en train de tomber. Jean et le docteur Antoine se sont effondrés en entendant tous les verdicts. Ils savaient qu'ils allaient rester en prison très longtemps. Ils ont tenté de pleurer, mais personne n'a eu pitié. Ils avaient commis trop de crimes pour mériter de la compassion. Le juge a fixé la séance de sentence à la semaine suivante. Les accusés resteront en détention en attendant la détermination de la peine. Jean et le docteur Antoine allaient découvrir combien d'années ils passeraient derrière les barreaux. Et la ville de Sarlat-la-Canéda et la France allaient être témoins de cette justice. Je suis sorti du tribunal le cœur serré, mais l'âme légère. Justice avait été rendue. Jean et le docteur Antoine allaient payer pour leurs crimes. Et moi, Geneviève, qui avais été victime, j'étais désormais la voix de la justice. La femme qui avait été trahie et presque mutilée était maintenant celle qui se battait pour toutes les victimes de violence et de manipulation. Si vous avez été soulagé par la condamnation de Jean et du docteur Antoine, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'ils l'ont mérité? Parce que pour moi, ils ont mérité chaque seconde de leur peine. Une semaine plus tard, nous sommes retournés au tribunal pour la lecture de la sentence. Le juge était encore plus grave. Jean Martin et docteur Antoine Bernard, dans ma carrière, je n'ai jamais vu de crime aussi révoltant que les vôtres. La violence, la manipulation, la destruction de vie. Vous avez fait preuve de froideur, de cruauté et d'une absence totale de sentiments humains. Jean Martin, pour tentative d'homicide qualifié et coups et blessures graves, je vous condamne à 25 ans de réclusion criminelle en régime d'incarcération initialement fermé. 25 ans. Jean allait vieillir en prison. Il a écarquillé les yeux, incrédule. Docteur Antoine Bernard, pour manipulation, harcèlement sexuel et la destruction de multiples vies, je vous condamne à 35 ans de réclusion criminelle en régime d'incarcération, initialement fermé. 35 ans. Il s'est effondré en larmes, les épaules secouées. Ma vengeance était la justice. Et la justice est venue. Sans droit à une progression de régime pendant les 15 premières années pour M. Jean et 20 ans pour le docteur Antoine. Compte tenu de la gravité des crimes et du danger qu'ils représentent pour la société, les accusés resteront isolés dans leurs prisons respectives. Les jurés ont applaudi. Le public a applaudi. C'était une vraie justice. Jean a tenté de crier quelque chose, mais les policiers l'emmenaient déjà. Le docteur Antoine, sous le choc, a été retiré de la salle. C'était la dernière fois que je voyais ces hommes qui avaient détruit ma vie. Ils sont sortis menottés, en pleurs, sachant qu'ils ne seraient plus jamais libres. Je suis sorti du tribunal en paix. J'avais fait ce qu'il fallait. Jean et le docteur Antoine allaient pourrir en prison et le monde était plus sûr. Aucune autre femme, aucune autre famille n'allait souffrir ce que j'avais souffert de leurs mains. Ceci est une étape importante de mon histoire. Dans le prochain et dernier moment, je vais raconter comment j'ai reconstruit ma vie après tout cela, comment je suis devenu un symbole de force pour d'autres femmes et mon message final pour toutes les victimes de manipulation et de violence en France. Vous avez vu Jean et le docteur Antoine être condamné à la prison. Mais voulez-vous savoir comment moi, Madame Geneviève, j'ai reconstruit ma vie après toute l'humiliation et la violence? Comment je me suis relevée? Je suis devenu un symbole national de force pour d'autres femmes. Et quel est mon message final pour toutes les victimes de manipulation et de trahison en France? Parce qu'après
que l'affaire ait eu un retentissement national, ma vie a complètement changé. J'ai reçu des milliers de lettres d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires. Et j'ai découvert que mon histoire n'était pas une exception. Elle n'était qu'une de plus dans une épidémie silencieuse d'abus et de trahison qui détruit des familles entières. Si vous voulez savoir comment une femme se reconstruit après avoir été trahie et presque tuée par son propre mari et manipulée par un prédateur, laissez un « j'aime maintenant ». Parce que ce que je vais raconter peut sauver la vie et la dignité d'autres familles, et partager pour que cela atteigne ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce message d'espoir et de courage. Après la condamnation de Jean et du docteur Antoine, je suis rentré chez moi, émotionnellement anéanti. La maison semblait avoir l'odeur de cette nuit-là, des larmes, du sang. C'était le reflet parfait de ce que je ressentais à l'intérieur, tout en morceaux, un vide immense. À chaque recoin, un souvenir qui me hantait. Mes enfants, mes petits-enfants et mes voisins ont été fondamentaux dans ma récupération. Ma voisine, Madame Dupont, qui m'avait accueillie cette nuit d'horreur, a été la première à m'aider. Geneviève, vous resterez chez moi aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je n'accepte pas de refus. Elle m'a offert une épaule pour pleurer, une oreille pour me confier, et la certitude qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Les premières semaines furent les pires. Je me réveillais au milieu de la nuit, sentant l'odeur de la peur, revivant la scène de la cisaille dans mes cauchemars. Des crises de panique me prenaient quand j'entendais un bruit étrange la nuit. La honte et la culpabilité me rongeaient. Comment ai-je pu laisser cela arriver, me demandais-je tous les jours. Ma psychologue, docteur Hélène, m'a conseillé. Madame Geneviève, ce que vous ressentez est normal. C'est le stress post-traumatique d'une expérience terrible. Il faudra du temps pour vous en remettre, mais vous êtes forte, bien plus forte que vous ne l'imaginez. Elle m'a aidé à comprendre que j'étais une victime de la manipulation du docteur Antoine et de la violence de Jean, et non la coupable de tout. J'ai commencé la rénovation de la maison doucement, comme un processus de guérison. D'abord, la chambre où tout s'était passé. Je l'ai peinte en bleu clair, une couleur qui apporte la paix. J'ai changé tous les meubles, acheté un nouveau lit. Je voulais effacer tout souvenir de cette nuit de terreur, de cette trahison qui avait failli me coûter ma vie et ma raison. Le salon, où le docteur Antoine a été blessé et Jean a tenté de me mutiler, a été un défi encore plus grand. J'ai changé le canapé, les tapis, j'ai cassé les murs qui semblaient faire écho aux cris. Je voulais m'assurer qu'il ne restait aucune trace physique ou énergétique de cette brutalité. C'était comme exorciser les démons de ma propre maison et de mon âme. 1 an plus tard, la maison était prête, nouvelle, propre, sans trace de la méchanceté qui s'y était déroulée. C'était le symbole de mon propre renouveau. Je devenais aussi une nouvelle personne, plus forte, plus sage, plus résiliente. La douleur existait toujours, oui, mais elle ne me définissait plus. Si vous pensez que j'ai eu raison de tout reconstruire de zéro, la maison comme la vie, laissez un j'aime. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous la force de recommencer après une trahison si dévastatrice et une violence si brutale? Parce que j'ai découvert que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a un but et du courage. 6 mois après le jugement, mon histoire a commencé à prendre une dimension nationale. La première émission de télévision à m'inviter fut 7 à 8 sur TF1. Madame Geneviève, nous voulons raconter votre histoire à la France entière. Votre courage peut inspirer d'autres femmes. Au début, j'avais peur d'apparaître à la télévision. Et si les gens me jugeaient? Et s'ils disaient que la faute était la mienne pour la trahison? La productrice m'a rassurée. Madame Geneviève, vous êtes une héroïne. Votre histoire montre le visage cruel de la violence domestique et de la manipulation. Cela doit être dit, cela doit alerter le pays. L'interview a été diffusée un dimanche soir et a battu des records d'audience. 28 millions de Français ont regardé mon histoire. C'était plus de monde que ceux qui votent pour le président.
La France entière a découvert l'affaire de Sarla Lakaneda, la trahison, la cisaille, la manipulation et mon combat pour la justice. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes de tout le pays voulaient en des interviews. Madame Geneviève, pouvez-vous parler au journal de 20 heures? Pouvez-vous venir dans C'est à vous? Et pourquoi pas Quotidien? Tout le monde voulait entendre mon histoire, mon côté de la vérité. Mais ce qui m'a le plus ému, ce sont les lettres et les messages. Des sacs de courrier et des milliers de messages sur les réseaux sociaux arrivaient tous les jours. Des femmes racontant qu'elles avaient aussi été manipulées par des hommes puissants. Des pères et des mères relatant la violence et la jalousie de leurs conjoints. Des enfants dénonçant l'infidélité de leurs parents. Des centaines de cas similaires aux miens, mais qui étaient cachés dans le silence. Madame Geneviève, mon mari me frappe par jalousie maladive, mais j'avais honte de dénoncer. Après avoir vu votre histoire, j'ai eu le courage de chercher de l'aide. Vous avez sauvé ma vie. Ma fille était manipulée par un homme qui disait être amoureux. Votre histoire m'a ouvert les yeux. Nous avons réussi à la sortir de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Merci de nous donner de la force. C'était une épidémie nationale dont personne ne parlait ouvertement. La violence conjugale, la manipulation d'hommes en position de pouvoir, la trahison qui se transformait en tragédie, des familles entières détruites par le machisme, la jalousie et la cupidité. J'ai senti que j'avais une mission. J'ai décidé de répondre personnellement à toutes les lettres et messages, avec l'aide de mes enfants. C'est devenu ma mission. Orienter d'autres familles, enseigner les signes de danger, montrer comment se protéger des hommes abusifs et comment chercher de l'aide. Ma souffrance avait servi à quelque chose. Ma voix est devenue la voix de nombreuses autres femmes. Vous vous rendez compte comment une tragédie personnelle peut devenir une force pour aider des millions de personnes? Comment la douleur peut se transformer en un but qui transcende votre propre vie? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà transformé une souffrance profonde en une mission de vie qui a eu un impact sur d'autres personnes. Si vous voyez que mon histoire est devenue un mouvement national contre l'abus et la manipulation, laissez un j'aime et partagez pour que cela atteigne plus de familles qui ont besoin d'orientation et de courage concernant la violence domestique et les relations abusives. 1 an après la première interview, j'ai reçu une invitation qui a changé ma vie pour toujours. L'Assemblée nationale voulait que je parle de la violence contre les femmes et de la manipulation dans les relations. Madame Geneviève, votre histoire doit devenir une loi. Elle doit protéger d'autres femmes. Je suis allée à Paris pour la première fois de ma vie. À 67 ans, j'étais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, racontant mon histoire aux parlementaires. C'était surréaliste. Moi, une femme au foyer de Sarla Lakaneda, conseillant des députés sur la manière de combattre la violence et la manipulation. J'ai ressenti une force énorme. Messieurs les parlementaires, la violence domestique n'est pas un cas isolé. La manipulation des hommes en position de pouvoir n'est pas une exception. Ce sont des crimes organisés à l'intérieur des maisons, des cabinets médicaux, des entreprises. Des femmes sont victimes tous les jours et la justice traite souvent cela comme une dispute de couple. Mon discours a ému tout l'hémicycle. Résultat, ils ont créé la loi Geneviève Leclerc, qui oblige les hôpitaux à signaler les cas de coups et blessures graves chez les femmes, et qui permet la création de centres de soutien psychologique et juridique pour les victimes de manipulation et de harcèlement. Désormais, lorsqu'une femme arrive avec des signes d'agression ou d'abus, c'est une enquête automatique et un soutien garanti. Ils ont également créé le 319 Violence Femmes Info, un numéro vert qui fonctionne 24 heures sur 24 pour dénoncer la violence, le harcèlement et la manipulation. En 1 an, il a déjà reçu plus de 100 000 appels. Des femmes de toute la France cherchaient de l'aide. Je suis devenue conférencière officielle du ministère de la Justice et des Droits humains. Chaque mois, je voyage à travers la France pour raconter mon histoire.
apprendre aux femmes à identifier les signes d'abus, à chercher de l'aide, à avoir le courage de dénoncer. Je parle dans les écoles, les universités, les communautés. Ma voix résonne dans tout le pays. À Marseille, j'ai parlé devant un amphithéâtre de 5000 personnes. « Madame Geneviève, vous avez sauvé mon mariage », a dit une femme de 40 ans. Mon mari avait une jalousie maladive et j'avais peur. Après avoir entendu votre conférence, je l'ai convaincu de chercher de l'aide et il change. Vous m'avez donné de l'espoir. À Lyon, un commissariat a créé le protocole Geneviève, une enquête spéciale pour les cas de manipulation psychologique et de harcèlement. Madame Geneviève, votre histoire a révolutionné notre façon de travailler. Elle nous a fait voir que la violence n'est pas seulement physique, a dit la commissaire. En Dordogne, ils ont créé la maison d'accueil Geneviève Leclerc pour les femmes victimes de violences et de manipulation. Un endroit sûr où les femmes peuvent séjourner pendant qu'elles dénoncent leurs agresseurs et reconstruisent leur vie. Un véritable foyer pour de nouveaux départs. J'ai reçu le titre de citoyenne d'honneur dans 20 villes françaises. Madame Geneviève représente toutes les femmes qui ont eu le courage de briser le cycle de l'abus et de chercher justice, a déclaré une mère. Ma douleur s'est transformée en une voix de millions. Mon histoire est devenue un documentaire, un livre, et est en cours d'adaptation pour une série télévisée. La femme aux ciseaux a été le documentaire le plus regardé de l'histoire de France Télévisions. 5 millions de personnes l'ont vu. Ma vie est devenue un témoignage vivant de dépassement. Si vous êtes fiers de voir que ma douleur est devenue un véritable changement dans le pays, sauvant d'autres vies et apportant la justice, laissez un « j'aime ». Parce que lorsque l'on transforme un traumatisme en lutte, on peut changer le monde entier et inspirer des millions de personnes. Mais tout n'a pas été rose dans ce parcours. Être un symbole national est un poids énorme. Tous les jours, des gens me cherchent, me racontent des tragédies familiales, demandent de l'aide. Parfois, je n'en pouvais plus d'entendre tant de douleur, tant de violence, tant de manipulation. Il y avait des jours où je pleurais seule à la maison. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je porter la souffrance de tant de gens? La psychologue Hélène me conseillait. « Madame Geneviève, vous avez choisi cette mission. Vous pouvez abandonner quand vous voulez. Mais sachez que votre voix est importante pour beaucoup de personnes qui sont dans l'obscurité. Mais comment abandonner quand des lettres arrivaient ainsi? Madame Geneviève, j'étais harcelée par mon chef et j'avais peur de perdre mon emploi. Après avoir vu votre interview, j'ai réussi à dénoncer et il a été licencié. Vous m'avez donné du courage. Ou ainsi. Mon père avait une jalousie maladive et a failli me tuer. Après avoir vu votre histoire, j'ai réussi à prendre mes distances et il est en traitement. Vous êtes mon ange gardien. J'ai aussi reçu des critiques, bien sûr. Madame Geneviève n'aurait pas dû exposer son mari et son amant. On lave son linge sale en famille. Ma réponse: la violence et la manipulation ne sont pas du linge sale. Ce sont des crimes. Et les crimes se dénoncent. Le silence tue, l'exposition sauve. Des gens religieux disaient « Madame ira en enfer pour avoir trahi son mari ». Je répondais « Je sais que j'ai commis une erreur, mais la miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. » Et il m'a donné la chance d'aider d'autres personnes. Si mon erreur a sauvé une vie, alors cela en valait la peine. J'ai découvert des histoires qui m'ont donné des frissons. Une femme dont le mari l'avait gardée prisonnière chez elle pendant des années. Une autre qui avait été forcée de faire d'énormes dettes par un amant. Une grand-mère qui avait perdu sa maison à cause d'un homme manipulateur. La France connaît une épidémie silencieuse d'abus dont personne ne parle ouvertement. J'ai réalisé que mon cas n'était pas une exception. C'était un schéma qui se répétait dans des milliers de familles. La différence est que j'ai eu le courage de dénoncer, de choisir la justice au lieu du silence, de me relever malgré la douleur. Mon histoire est devenue la voix de nombreuses autres femmes. J'ai créé un groupe de soutien. Les femmes qui se sont relevées. Nous nous réunissons tous les mois. Nous sommes des dizaines de femmes
qui ont eu le courage de dénoncer des abus, de sortir de relations toxiques. Le soutien mutuel est fondamental. Madame Geneviève, le regrettez-vous? Question que je reçois tous les jours. Je regrette d'avoir souffert en silence si longtemps. Mais de m'être levée et d'avoir dénoncé? Jamais. Ma vie a aujourd'hui un but plus grand. Jean purge sa peine à la maison centrale de Poissy, dans la région parisienne. Il est isolé par mesure de sécurité. Les autres détenus ne voient n'amour pas d'un bon œil ceux qui tentent de mutiler leur propre épouse. Il ne tiendrait pas un jour en cellule commune. Je reçois des rapports sur son comportement. L'accusé démontre une absence totale de remords, maintient un discours de victimisation, blâme son ex-épouse pour sa situation. La jalousie et la rage le consument encore. Le docteur Antoine purge sa peine au centre pénitentiaire de Marseille-Luynes. Il est également isolé. Là-bas, il n'est plus le docteur. Charmant, mais juste un criminel de plus qui a profité des femmes. Il a tenté de m'écrire plusieurs fois, des lettres manipulatrices. « Geneviève, pardonne-moi. J'étais aveuglée par la passion quand j'ai fait ça. » Je les déchire toutes sans les lire jusqu'au bout. Je ne me laisserai plus manipuler. Il a demandé à me voir 2 fois. J'ai tout refusé. Madame Geneviève, votre ex-patron a droit à des visites. Et moi, j'ai le droit de ne pas voir celui qui a tenté de me détruire. Il a perdu le droit de s'adresser à moi. Une psychologue de la prison m'a appelé. Le docteur Antoine parle de vous tous les jours. Il dit que vous êtes cruelle, que vous n'avez pas de cœur. Dites-lui que mon cœur protège d'autres femmes de lui. Le docteur Antoine a tenté de donner des interviews à la télévision, affirmant qu'il était victime d'un complot de petite ville. J'ai obtenu une injonction judiciaire l'interdisant. Je ne laisserai pas ce prédateur se promouvoir sur la souffrance qu'il a causée. La vérité a déjà été dite au tribunal. J'ai appris qu'il avait tenté d'utiliser son diplôme de médecine en prison, mais il n'a pas pu. Il paie pour ses crimes. Les médecins de la prison confirment. Le docteur Antoine est un manipulateur incurable. Il ne montre pas d'empathie, ne ressent pas de culpabilité, manipule tous ceux qu'il peut, représente un danger permanent pour la société. Jean, quant à lui, souffre toujours de crises de colère et est sous traitement psychiatrique en prison. La douleur de la jalousie l'a complètement consumé. Tous deux sont là où ils méritent d'être. Si vous êtes d'accord que Jean et le docteur Antoine doivent rester en prison pour toujours, laissez un « j'aime » et dites-moi en commentaire, rendriez-vous visite à un ex-mari qui a tenté de vous tuer ou à un homme qui vous a manipulé et vous a fait trahir? Parce que pour moi, certains liens ne se renouent pas et le pardon n'efface pas le crime. Aujourd'hui, à 70 ans, je laisse mon message final à toutes les femmes et tous les hommes de France qui pourraient traverser ce que j'ai traversé. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal dans une relation, aussi passionnant que soit l'homme ou aussi jaloux que soit votre conjoint, c'est probablement anormal. Deuxièmement, la violence et la manipulation ne sont pas de l'amour. La jalousie maladive n'est pas une preuve d'amour, c'est du contrôle. La trahison par contrainte n'est pas votre faute. Personne n'a le droit de vous agresser, de vous faire chanter ou de vous mutiler. Enfant ou mari, la loi est pour tous. Cherchez de l'aide. Ne vous taisez pas. Troisièmement, n'ayez pas honte de dénoncer. Vous n'êtes pas responsable de la méchanceté de l'agresseur. Vous êtes des victimes, pas des complices. La justice est le seul chemin vers votre liberté et votre sécurité. Brisez le cycle de l'abus. Quatrièmement, cherchez de l'aide légale et psychologique. Documentez les menaces, installez des caméras de sécurité si nécessaire. Parlez-en à votre famille, à des amis de confiance. La protection préventive peut sauver des vies. N'attendez pas de devenir une statistique. Cinquièmement, créez un réseau de soutien. Voisins, amis, famille proche. La violence et la manipulation prospèrent dans le silence. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard. Et pour les hommes qui écoutent, la jalousie n'est pas de l'amour, c'est une maladie. La violence est un crime.
Cherchez de l'aide avant de détruire la vie de ceux que vous aimez. Pour la société, faites attention aux femmes autour de vous. Voisines isolées, parentes craintives, amis qui a changé de comportement. Votre dénonciation peut sauver des vies. Accueillez les victimes. Offrez une épaule, une aide. Soyez la voix de ceux qui ne peuvent pas crier. Mon histoire se termine ici, mais mon combat continue. Tant qu'il y aura des femmes souffrant d'abus et de manipulation, je dénoncerai. Tant qu'il y aura des victimes silencieuses, je les orienterai. Ma voix, qui un jour a été réduite au silence par la peur, résonne aujourd'hui dans toute la France. Jean et le docteur Antoine ont tenté de me détruire, mais au final, ce sont eux qui se sont détruits. Aujourd'hui, ils sont emprisonnés pour toujours et je suis libre, forte, aidant d'autres familles. La douleur est devenue un but et la peur est devenue courage. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné de la force ou vous a fait réfléchir, laissez un j'aime, partagez, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie ou beaucoup. Je suis Geneviève Leclerc. J'ai survécu à la trahison, à la violence et à la manipulation. J'ai choisi la justice au lieu du silence et je ne le regrette pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et que mon histoire soit votre inspiration pour ne jamais vous taire.